Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Bienvenue Rubina dans le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour la deuxième fois cette année que tu viens sur le podcast. Je suis super contente. Je vais raconter pourquoi je suis contente que tu sois là et qu'est-ce que tu vas apporter comme message. Voilà, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Rubina, t'es une grande voyageuse, mais en ce moment, t'es en France. Et en ce moment, t'es en France, mais t'es une grande voyageuse parce que t'es dans plein de pays différents. Et là, je ne sais pas, donc tu m'as dit que t'étais en France, je crois que tu pars en Russie juste après. Et en fait, tu passes beaucoup de temps à explorer à travers des stages, à travers des pratiques, à travers des formations sur ton domaine à toi, qui est le tantra, la sexualité, le déploiement de sa magie dans le monde, comment j'incarne encore plus ma posture de souveraineté et comment je déploie mes messages. Donc ça, c'est vraiment ton axe. Je t'ai invité parce que j'ai envie aujourd'hui qu'on parle plus de plaisir, de créativité et de puissance. C'est les termes que tu utilises, ces trois termes en fait, au sujet de ton programme Bliss que tu viens de sortir. Moi, j'avais vraiment envie qu'on voit comment relier l'orgasme et la puissance. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce que j'ai envie de préciser à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que on n'est pas sur une approche orgasmique, comment je pourrais dire, diffusée vers l'extérieur sans canalisation. Et on le voit dans ta posture, dans qui tu es et ce que tu incarnes. Il y a beaucoup d'ancrage. Ça part du bas très profondément. Toi, tu parles beaucoup des sujets de créativité, de confiance en soi, d'amour, d'intuition, de clarté, de connexion à notre essence. Et tu ramènes tout le temps dans le corps. C'est pour ça qu'on va parler aussi de leadership cosmique par rapport aux questions que je vais te poser. Mais ce qui te tient vraiment à cœur, c'est maintenant on est là sur Terre, on a des messages, mais on redescend dans le corps pour pouvoir s'expandre dans nos messages. Je tiens à dire que tu n'as pas toujours été dans le milieu on pourrait dire le milieu dans lequel on est, on pourrait le qualifier de spirituel, de connexion à soi, d'intimité. Tu n'as pas toujours été dans ce milieu-là parce que toi, avant, tu travaillais dans le luxe et tu étais cadre. D'ailleurs, j'ai bien envie que tu nous précises et que tu nous en dises plus sur le monde d'où tu viens, parce que je trouve ça toujours intéressant quand on a fait les deux extrêmes, en fait, en quelque sorte, parce que je sais que ça amène une posture et une droiture par rapport au message que tu déploies. Et ce que j'ai envie de dire aussi sur toi, c'est que tu dis sur ton site, ton message, c'est que toi, tu penses que le monde, il a besoin de femmes et d'hommes qui sont plus connectés à leur corps, leur cœur, leur sexualité et leur essence. Et du coup, toi, t'accompagnes les personnes à s'aimer, à aimer leur corps, qui est un peu un basique, mais qui, je pense, le travail de toute une vie, à relâcher nos hontes et tous nos conditionnements, à se connecter avec notre corps, nos ressentis, notre sagesse, avec le cœur, et à prendre conscience de l'aspect énergétique. Et notamment, tu as vécu une expérience dont tu parles, notamment dans tes mails, dernièrement tu en as parlé, mais d'une expérience chamanique qui t'a aidé à voir le monde différemment, à retirer le voile des illusions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'accompagnes à travers différents programmes. Il y a des programmes en ligne sur les massages yoni, massages lingam, bliss que tu proposes actuellement. Et puis, tu as une formation qui s'appelle Alchimie Intime, qui est autour du tantra, mais que tu as voulu appeler différemment. Parce que peut-être que tu vas nous en parler aussi, pourquoi tu as voulu l'appeler différemment. Alchimie Intime Intégrale. Tiens, ce mot-là, il est important, intégrale.
Et comme je l'ai dit au tout début, tu proposes des retraites aussi. Vu que tu es une grande voyageuse, les personnes ont la chance de pouvoir te voir en France, notamment. Donc voilà pour une petite présentation. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter, d'étayer? Merci, merci Amandine, c'était bien complet. Donc effectivement, comme tu as mentionné, initialement, je travaillais en agence de publicité. Donc ça a été ça le point de départ. Ça a été une expérience qui m'a été très utile, et donc notamment aujourd'hui dans mon activité. Donc les choses que j'ai pu apprendre dans cet environnement, l'expérience, aujourd'hui, ça me sert beaucoup en fait, donc dans toute la gestion d'activité. Donc je crois que chaque étape de notre vie en fait contribue d'une manière ou d'une autre à nous forger en fait. Et même si ça n'a pas été facile à certains égards, j'ai aussi la gratitude pour cette période-là de ma vie. Et c'est vrai que la vie maintenant m'a amené à d'autres espaces, et aujourd'hui c'est vrai que j'accompagne autour de l'intimité sous différents formats, comme tu as mentionné, donc à la fois pour des processus individuels, pour aussi former d'autres personnes à accompagner. Et moi, ce qui me passionne en fait dans ce que je fais, c'est l'évolution constante. Donc moi, j'évolue en tant que personne, et ça se traduit forcément dans mes accompagnements. Donc ça fait 8 ans aujourd'hui que j'accompagne, et au cours des 8 dernières années, en fait, ça a énormément bougé parce que moi, j'évolue. Et ça, c'est vraiment une des valeurs clés pour moi, ma propre évolution qui se reflète toujours aussi dans ce que je propose. Donc voilà, c'est en constante évolution. Et alors, tu dis que tu évolues beaucoup. Il y a une raison qui explique que tu évolues beaucoup. Enfin, il y en a deux. Il y a déjà, ça doit être ton essence naturelle, à mon avis. Il y a une autre raison, c'est que tu expérimentes beaucoup aussi. Et tu expérimentes des expériences qui pourraient être considérées comme extrêmes ou profondes, vraiment d'une profondeur. Et notamment, tu as fait une expérience il y a quelques mois qui a été, je crois que tu étais plusieurs jours dans le noir, dans le silence et dans le noir. C'est ça? C'est ça, c'est au mois de février, donc c'était 11 jours dans le noir, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de vivre cette expérience. Et bon, ça s'était pas présenté le timing, parce que du coup, faut couper de tout. J'avais eu des expériences de méditation, donc des retraites de 10 jours de méditation qui m'avaient énormément marqué. Donc je pense que la toute première retraite de méditation Vipassana que j'ai faite, elle a fondamentalement transformé ma vie, dans le sens où, en étant complètement avec moi-même pendant 10 jours, je me suis rendu compte à quel point ma vie en fait était déconnectée de qui j'étais. Et en fait, c'est cet espace-là qui a été créé qui m'a permis de m'en rendre compte. Et par la suite, du coup, j'ai continué avec d'autres retraites méditation. Et je trouve que la retraite dans le noir, c'est encore un degré de plus, parce qu'on est privé d'un de nos sens essentiels, donc la vue. Et donc, ça nous invite vraiment à plus d'intériorisation, d'aller encore plus à l'intérieur. Et ma vie ces dernières années, spirituellement, a été très marquée par le tantra, donc le tantra traditionnel, où du coup, il y a par essence un travail avec l'énergie. Donc en fait, le fait de travailler avec sa propre énergie, sa propre kundalini. Et donc du coup, il y a quelque chose qui a été très cultivé dans ce domaine-là, et je pense qu'il me manquait en fait l'équilibre avec quelque chose qui est beaucoup plus l'aspect du vide en fait. Et pour moi, ça a été ça, l'élan d'aller vers cette expérience-là. Donc cette retraite dans le noir, c'est d'équilibrer, parce qu'en fait, plus on s'expanse dans notre énergie, plus il y a besoin aussi de ce centre. Et j'en ai beaucoup parlé, là, je viens de guider une retraite pour les femmes qui sont à la retraite professionnelle, donc du coup, leur donner des indications, en fait, qu'est-ce qui donne de la puissance aux espaces concrets. Et à mon sens, donc en tant que personne qui facilite, ce qui donne de la puissance, c'est à la fois la capacité d'expansion, donc l'énergie qu'on dégage, l'énergie qu'on crée dans l'espace, donc c'est ce côté Shakti en fait, et à la fois la verticalité. Et donc pour moi, la verticalité, tu vois, la retraite dans le noir, c'est ça que ça cultive. Et toutes mes expériences de tantra traditionnel, toutes mes pratiques de tantra traditionnel, ce que ça cultive, c'est l'énergie. Et donc du coup, mon aspiration personnelle, c'est toujours cette notion d'intégration. Donc, tu vois, d'intégration de l'énergie, de l'intégration de la verticalité. Et c'était ça l'élan, en fait. Et donc, donc, je pense que ces dernières années, ma vie est allée beaucoup plus du côté, justement, de la cultivation de l'énergie. Et je sens aujourd'hui le besoin de rééquilibrer avec l'autre aspect. Je t'entends, et en même temps, j'entends la voix de Marissa Ortolan quand tu parles. Est-ce que tu connais Marissa Ortolan? Je connais de nom, mais je n'ai jamais été exposée à ses enseignements. Je n'ai pas lu son livre non plus, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle partage. Qu'est-ce qui résonne pour toi en lien avec elle? En fait, j'écoutais une interview d'elle cette semaine parce que je l'ai contactée. J'aimerais qu'elle intervienne sur le podcast. J'attends sa réponse.
Et en fait, Marissa Ortolan, elle disait que, en fait, elle invitait. Alors, du coup, je reprends ces mots et ce que j'ai compris. Donc, je poste juste ça pour mettre de la distance. Et est-ce que c'est ce qu'elle a dit exactement? Mais je vais dire ce que moi j'ai compris, ce que j'ai reçu. Que donc, du coup, dans la vie orgasmique comme ça, c'est pas tourner vers l'extérieur. En fait, c'est revenir à l'intérieur de soi. Et mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, pour tout te dire, Marissa Ortolan, elle a reçu les enseignements de Patrick Pétavie. Patrick Pétavie, donc c'est une personne qui est préparateur mental, qui travaille avec la maîtrise de la pensée et la force pensée. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais il a aussi formé Renato Papalardo, qui est mon mentor. Et donc, en fait, Marissa et Renato ont eu le même mentor qui est Patrick Pétavie. Je vois, à travers ce qu'elle dit, en fait, je pense que j'ai un autre filtre et je vois ce dont elle parle, qui est la maîtrise de, ok, je veux gagner en puissance. Tu parlais d'expansion, donc quand on met nos corps comme ça en expansion et que on sent que ça grandit, que notre champ magnétique, il est de plus en plus grand, qu'on arrive dans une pièce et qu'en fait, on va attirer l'autre, etc. Donc, cette puissance-là, si elle n'est pas canalisée et maîtrisée, elle peut entraîner beaucoup de dégâts. Et moi, la voix que je suis, c'est une voix de Jedi avec une maîtrise très fine de quelle énergie j'envoie, qu'est-ce que j'envoie pas, et qu'est-ce que je décide. Est-ce que je décide de laisser passer l'énergie qui est là? Est-ce que je décide de l'intégrer en moi? Est-ce que je décide de la transmuter? Il y a vraiment une finesse et un discernement qui, pour moi, est essentiel parce que moi, j'ai une énergie tout feu, tout flamme. Donc, je pourrais vraiment créer le bazar, moi, dans ce que je fais. J'ai un potentiel de chaos qui est très, très, très fort. Et donc, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, de revenir dans son centre comme ça. C'est moi, quand tu parlais, je voyais comme un canal un canal énergétique et qui vient canaliser la force comme ça pour savoir qu'est-ce que j'envoie, qu'est-ce que j'envoie pas. Et c'est moi qui maîtrise, tu vois. Quand tu parlais, je me disais, t'as le pouvoir du mental qui maîtrise, en fait. C'est ça auquel ça me fait penser. Tout à fait. Et je pense que c'est d'autant plus important, en fait, quand on accompagne d'autres personnes, parce que tant qu'on est de soi à soi, ce qui se passe dans notre champ énergétique, en fait, les conséquences, c'est sur nous, en fait. Mais quand on accompagne d'autres personnes, en fait, on a la responsabilité aussi de ça. Donc, c'est aussi avoir conscience de tout ça et du coup, cultiver les aspects qui nous manquent. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup insisté là-dessus dans la dernière retraite que je viens de guider sur l'importance d'avoir conscience, en fait, de ce qu'on crée dans l'espace et d'avoir la conscience de qu'est-ce qu'on a à développer, à cultiver davantage, en fait. Ouais. Dans les enseignements que je reçois, on appelle ça la conscience spatialisée. En coaching, on pourrait aussi appeler méta, même si ça correspond pas exactement à la même chose, mais la posture méta, c'est je prends de la hauteur et je regarde qu'est-ce qui se joue, quels sont les phénomènes pour pouvoir orchestrer en fait sur un autre plan. Ok. Merci pour ce que tu partages. Moi, je t'avais raconté, quand tu m'avais dit que tu partais faire cette exploration dans le noir, je t'avais dit qu'il y a 10 ans, j'avais rencontré une personne qui m'avait dit que quand on faisait cette retraite de silence dans le noir pendant plusieurs jours, on pouvait ressortir avec moins de cheveux blancs. Et la personne avait dit, il y a une personne qui était rentrée avec des cheveux blancs, qui était ressortie sans cheveux blancs. Je m'étais dit, je vais faire ça un jour. Et quand je t'en ai parlé, tu m'avais dit, je te raconterai si du coup ça enlève les cheveux blancs. Est-ce que pas de cheveux blancs, donc je peux pas te dire. J'ai pas de cheveux blancs. Mais oui, j'ai lu ça quelque part. Ça faisait partie des pratiques de rajeunissement d'une certaine façon. J'avais lu ça dans certains livres, effectivement. Donc, est-ce que tu as senti quelque chose au niveau de ton corps physique? Pas spécifiquement. Je pense que en fait, le processus naturel quand tu rentres, donc la première chose que ton corps fait, c'est de récupérer, tu vois, de récupérer du sommeil, de récupérer physiquement. Et la plupart des personnes, les premiers jours, et moi y compris, en fait, on dort beaucoup, et puis ensuite, au fur et à mesure, ton corps, il a plus besoin, en fait. Et donc, du coup, au fur et à mesure des jours, du coup, tu dors de moins en moins, et il y a vraiment plus d'énergie. Donc, c'est ça qui se passe pour beaucoup de personnes. Ok. J'ai dû rattraper tout mon sommeil en retard, là. Et justement, en parlant de sommeil en retard, tu as sans doute du sommeil en retard parce que tu es une grande voyageuse et parce que tu diriges une entreprise. Donc du coup, ton entreprise, tu fais des lancements. Par exemple, tu orchestres des sommets en ligne. Donc il y a le sommet Yoni Temple Sacré, le sommet Puissante Créatrice. Donc il y en a plusieurs comme ça. Et moi, donc, du coup, ce que j'aime chez toi, c'est cette partie, entre autres, une des facettes que j'aime, c'est cette partie businesswoman. J'adore quand on est connecté à son soi profond et qu'on a assumé cette casquette de oui, j'ai envie de me déployer en grand, j'ai envie de déployer le message. Et j'y vais. Et j'y vais all in.
je me donne en fait, j'investis en moi, j'investis dans mon entreprise, etc. J'adore cette facette. Et en fait, il y a quelque chose que j'admire chez toi que moi j'ai pas encore réussi à faire, c'est que tu lances des sommets. Et donc lancer des sommets, c'est faire venir des intervenants pour diffuser des messages d'une grande pluralité, donc sur un même sujet. Donc, par exemple, l'intimité, paf, il y a plusieurs messages. Et donc tu arrives à coordonner une vingtaine, peut-être même plus, de personnes différentes avec des profils différents, mais c'est pas rien en fait. C'est que tu coordonnes un mouvement comme ça, on rentre dans un champ énergétique, et toi, tu as cette envie qu'on y aille ensemble dans les messages, que moi je ressens profondément quand tu m'as contacté. En fait, j'ai senti très beau le message que tu portes. Est-ce que tu peux raconter quel est ton désir et ton souhait derrière les sommets, qu'on y aille ensemble, et qu'est-ce que ça demande en termes de posture, parce qu'encore une fois, moi j'y arrive pas. J'aimerais, mais j'y arrive pas pour le moment, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je serais curieuse de savoir, quand tu dis j'aimerais mais j'y arrive pas, qu'est-ce qui te freine en fait? Ouais. Alors, j'étais dans une formation Les Éveilleuses du féminin il y a quelque temps, qui a été créée par Hello Alou. Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple parlant pour moi. Et donc, on était 40. T'imagines 40 dans une école autour du féminin. Et en fait, Eloa, elle en a parlé publiquement, mais ça a été très challengeant de piloter 40 personnes et 40 femmes, et à œuvrer ensemble avec 40 intervenantes ou 40 participantes? 40 intervenantes, ouais. 40 Ok. intervenantes. Il y avait beaucoup plus de participantes, mais 40 intervenantes. T'imagines, c'était un cycle de formation sur 3 ans. Mhm. Et donc, c'était pas si évident que ça de coordonner tout le monde, déjà en termes de coordination juste technique. Si on regarde en fonction des agendas de chacun, de relancer parce que le message il a pas été vu. Enfin, tu vois, c'est plus simple d'y aller solo. Clairement, c'est plus simple. Mhm. Ça nécessite une vision un peu 360 degrés. Ça nécessite d'être entouré d'une équipe. Si tu fais tout seul, tu te crames. Donc, il y a une élévation de sa posture de leader qui est très très forte. Donc déjà, c'est ça qui m'interpelle aussi. Et puis le fait de, comment dire, c'est les relations en fait, moi qui me challenge, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une personne qui, par rapport au contrat qui a été posé, se sent lésée ou pas? Donc si elle se sent lésée, même énergétiquement, mais qu'elle le dit pas, il va y avoir une empreinte énergétique dans le champ qui Mhm. fait que même on peut recevoir des attaques énergétiques en quelque sorte. Et ça nécessite de fluidifier les relations en permanence, de se parler, d'être cash, etc. Et moi, quand je vois ça, je me dis, oh non, non, on n'est pas prêt. Et là, tu vois, dans cette formation-là, il y a eu du mouvement, il y a eu des remous, alors que il y a eu beaucoup de femmes qui étaient dans cette formation. C'est des références dans le milieu du féminin en France. Et, euh, et c'est, en même temps, c'est normal ce qui s'est passé, tu vois, tous ces sujets, parce que si on est dans le milieu du féminin, c'est qu'on est appelé à guérir le féminin, donc on va passer par des blessures et des choses comme ça. Moi, j'étais assez, dans cette formation, j'étais un peu la plus jeune, tu vois. Donc j'ai été surtout en mode observation, et j'ai pas été tant impactée que ça. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens dans ma manière de piloter mes projets, c'est que je fais très attention avec qui je me mets en lien. Je fais attention au maintien du cadre. J'ai comment dire, une facilité à la fusion. Enfin, pas une facilité, une faille. C'est plus une faille d'ailleurs. À me perdre dans l'autre. Tu vois, il y a un besoin de revenir dans mon individualité. Moi, Mhm. j'ai une sœur jumelle. J'ai envie de fusionner avec tout le monde en permanence. J'ai envie de ne faire qu'un, d'être dans l'unité. Bah non. Et donc c'est, j'ai aussi envie d'être aimée. J'ai envie d'être la personne qui déploie l'amour sur terre. Donc j'ai pas envie d'être celle qui cadre et qui a ce rôle-là. Alors avec mes clients ça va, mais en tout cas dans le cadre d'un projet avec des leaders qui sont sur des niveaux de conscience similaires, ça vient me challenger. Je dis pas que je le ferai pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, mais je reconnais toutes les personnes qui le font. Je reconnais la force incroyable qu'ils incarnent. Je vois ce que ça, enfin voilà, je vois ce qui est là. Donc pour répondre à ta question. Merci, merci. Alors, pour répondre à ta question, du coup, moi, l'élan d'organiser des sommets, je crois beaucoup à tu vois, la collaboration parce que, tu vois, même si je prends mon propre domaine d'activité, donc, tu vois, dans mes sommets, j'invite des personnes qui sont au-delà de mon secteur d'activité à moi, tu vois. Donc, le dernier sommet Souveraine et Créatrice qui a eu lieu en mars cette année, 2024, tu vois, j'ai aussi invité un certain nombre de femmes qui sont plus sur l'aspect business. Donc, moi, je ne suis pas coach business. Donc, toi aussi, je t'ai invité sur cette thématique-là. Et en fait, je vois les choses comme, tu vois, dans le processus de connexion à ma puissance créatrice, à ma souveraineté, de quoi j'ai besoin. Donc, mon domaine d'action, tu vois, c'est l'intimité, le corps. Comment est-ce que c'est un vecteur de transformation?
l'entrepreneuriat, c'en est un autre. Donc pour moi, je vois les choses, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'évolution, c'est un truc qui est clé pour moi. Et donc la sexualité, dans ma vision des choses, c'est une voie de développement personnel spirituel. Le business, ça peut l'être aussi. Donc je sais qu'à travers l'aspect business de ma propre activité, je me suis énormément développée en tant qu'être humain, en fait. Et donc, tu vois, l'intention profonde d'organiser un sommet, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux réunir des personnes que j'aime bien, avec lesquelles je résonne, qui, à mon sens, portent des messages qui sont importants, et comment est-ce qu'en fait, on co-crée un espace commun, tu vois. Donc, la vision, c'est ça. Et ça a bien marché, à mon sens, dans les derniers sommets, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vois pas les choses sous un format de compétition. Donc, même si j'invite des personnes qui sont exactement dans le même d'activité que moi, en réalité, on est tellement différentes. En fait, en tant que personne, dans la transmission qu'on a, même si, tu vois, des thématiques abordées sont les mêmes, la façon de l'aborder est très différente. Et très régulièrement, tu vois, des femmes qui viennent dans mes espaces, bah, elles vont aussi aller chez des personnes qui font la même activité que moi. Et j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que c'est très complémentaire parce qu'on apporte des choses qui sont très complémentaires sur ces mêmes sujets. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette vision-là, c'est pas, tu vois, c'est pas un morceau de gâteau. Et si quelqu'un prend un morceau de gâteau, du coup, tu vois, ça va m'enlever un truc. Donc moi, ça part de cette vision-là. Maintenant, comme tu le dis, donc effectivement, il faut définir un cadre. Donc, moi, en tant que personne qui organise, il y a beaucoup de responsabilités qui sont sur moi. Tu vois, la création du site, toute la logistique, l'organisation, c'est énorme en fait. Et effectivement, donc au fur et à mesure des années, je me suis entourée de personnes qui m'aident. Donc, tu vois, c'est pas moi qui collecte les trucs et les met sur le site. Enfin, tu vois, j'ai fait ça dans le tout premier sommet. Ça représente une charge de travail qui est très grande. Et donc, du coup, ça nécessite aussi. Donc, il y a les personnes qui viennent, qui apportent quelque chose dans l'espace. Donc, tu vois, qui apportent à la fois leur contribution, donc la présentation qu'elles font, tu vois, la transmission, et à la fois dans le contrat, c'est aussi de communiquer sur l'événement, parce que ce qui fait le succès, c'est aussi que chacune participe. Et donc tout ça, ça a besoin d'être posé d'une façon très claire, tu vois. Donc il y a un contrat qui pose les choses clairement. Et donc, tu vois, quand je vais envoyer une invitation à quelqu'un, je vais communiquer clairement, voilà, c'est ça le contrat. Et donc, il y a des personnes qui ne raisonnent pas avec le contrat, et donc, du coup, qui ne vont pas venir dans l'espace. Et je respecte leur choix, je respecte leurs décisions, mais moi, en tant que personne qui organise, j'ai besoin de poser le cadre. C'est-à-dire que si tu acceptes l'invitation, voilà les conditions. Donc, quand tu diffuses, il y a telle condition. L'obligation, c'est de diffuser le sommet, parce que sinon, en fait, si chacune vient, mais que c'est pas diffusé, tu vois, moi, je peux le diffuser auprès de ma liste, donc, qui est déjà une bonne liste. Mais tu vois, la portée, c'est pas du tout la même que si, tu vois, il y a 25 personnes qui diffusent chacune auprès de leur communauté. Donc, il est nécessaire, effectivement, d'établir un cadre. Et ça arrive, tu vois, que certaines personnes ne respectent pas forcément le cadre. Je vais gentiment rappeler, mais après, ça va pas aller plus que ça, tu vois. Même s'il y a un contrat, je vais pas aller poursuivre quelqu'un parce qu'elle a pas envoyé tu vois, les mails, tu vois. Enfin, c'est pas ma démarche en général. Mais en revanche, c'est important qu'on le dise au début. Et après, est-ce que certaines personnes, tu vois, parce qu'au niveau financier, par exemple, il y a une commission qui est en lien direct avec les ventes. En fait, ben, c'est les ventes qui viennent par la personne. Tu vois, moi, j'ai pas de maîtrise dessus. Alors, est-ce que certaines personnes parfois sentent effectivement qu'il y a peut-être une rémunération qui est petite par rapport à la participation? En fait, c'est en lien direct avec la diffusion et le contrat qui est établi. Donc, moi, dans ma posture, je suis claire sur, voilà, c'est ça le cadre, c'est ça que je te propose. Et si au final, tu vois, il n'y a pas de... Par rapport à l'aspect financier, par exemple, il y a une insatisfaction, en fait, ça correspond au contrat proposé. Je respecte le contrat proposé. Et après, tu vois, c'est comme dans la vie, en fait. Donc, moi, je peux être responsable de ma partie. Et donc, quand dans une interaction, quelqu'un n'est pas content, en fait, soit il y a un dialogue, la personne me dit pourquoi elle n'est pas contente, et si moi je considère que j'ai une part de responsabilité dans ça, tu vois, tu peux avoir un dialogue, etc. Mais si la personne n'est pas contente pour des choses qui sont en dehors de ma capacité d'action, ben en fait, c'est aussi reconnaître quel est mon périmètre d'action. Et après, globalement, je pense que les personnes que j'invite sont quand même contentes de participer, et c'est pour ça aussi, tu vois, que quand j'invite plusieurs personnes que je réinvite, je sais qu'elles reviennent à chaque fois avec enthousiasme. Et après, s'il y a d'autres personnes qui peut-être ont plus de difficultés, enfin, je sais pas, j'ai pas eu de retour direct, donc je suis pas en train de dire qu'il y en a pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont tu vois, des choses qu'elles gardent, mais j'ai pas eu de mail direct de personnes me disant qu'elles n'étaient pas contentes de comment ça s'était déroulé, en tout cas. Je Il y a précise des que choses du à me coup, dire, n'hésite pas. Alors justement, c'est l'heure de ton procès, Rubina. Non, non, j'ai rien à te dire. Justement, je vois, moi, j'ai conscience que c'est ce niveau de cadre qui est un cadre à la fois écrit, mais une structure intérieure.
C'est-à-dire qu'en fait, le contrat écrit, c'est pas juste un contrat écrit. Quelqu'un pourrait se dire, ah bah je fais le même contrat que Rubina. Non, c'est une question de cadre intérieur en fait. Et moi, j'ai vraiment conscience que là où je veux aller, pour le moment, il y a des endroits où je me sens pas prête. Et justement, j'ai des expériences de vie qui me sont envoyées pour pouvoir densifier ce cadre intérieur et que je sois prête un jour à piloter avec cet aspect communauté un peu plus grand en fait. Donc moi, c'est vraiment une inspiration. Je tiens aussi à préciser que donc dans ce podcast, dans le hors-série, il y a Maëva Pournima qui a participé aussi à ton sommet. Il y a Karine Morer aussi qui a participé à ton sommet, qui sont venus aussi. C'est encore à venir ou? Oui, il sort dans quelques jours. Le podcast, c'est sur le consentement d'ailleurs, les différents niveaux de consentement. Super, et c'est vrai que dans ce que tu crées, du coup, ça met en lien des personnes qui sont dans les mêmes thématiques. Et ça crée un lien entre nous honnêtement, c'est vrai, on se sent moins seul. On sent que, en fait, quand on pilote une entreprise et nos messages, on peut se sentir un peu seul parfois, tu vois. On a besoin du retour de nos clients, de dire ah bah oui, il y a ça qui se passe, et on a besoin d'être en lien avec les personnes qui œuvrent de manière différente, mais sur le même chemin. Et le sommet que tu proposes, il permet ça aussi, de nous mettre en relation avec des personnes dont on admire le travail en fait, et de créer. Ouais, voilà. C'est là, donc je précise, par exemple, là en ce moment, je suis à Bali dans un hébergement. J'ai magnifique. J'ai vraiment trop de chance et j'ai posté une story et en fait Rubina m'a dit ah bah en fait j'ai une amie qui a une maison qui part pendant 2 mois et tu peux peut-être la prendre et voilà et je suis dans cette maison qui est magnifique et c'est la force du réseau en fait. Ça, je pense que ça permet d'accroître notre pouvoir de manifestation. Donc merci de créer ça et de nous rassembler tout ensemble. Yes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de plaisir, créativité et de puissance. Donc tu as sorti ton programme Bliss récemment pour accompagner chaque femme et les hommes aussi à se reconnecter à cette source de vie intérieure. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, t'as fait un petit unboxing, c'est-à-dire que tu as reçu un colis. Tu as reçu un colis avec un bijou et tu m'as dit ah oui, on va en profiter ensemble. Est-ce que tu veux voir ce que j'ai reçu? Et la petite boîte de ce magnifique bijou que tu as commandé et je t'ai dit ah mais pourquoi tu t'es offert ce bijou et tu m'as dit bah pour me faire plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter ta notion du plaisir dans la vie, comment tu la contactes, sachant que je pense qu'on vit dans une société qui est très sacrificielle, que se faire plaisir, ça vient bousculer plein de choses. Et donc toi, tu as choisi d'honorer le plaisir. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Alors c'est intéressant parce que je pense que ma vie, tu vois, je peux à la fois apprécier, tu vois, des choses, tu vois, m'offrir un bijou, ça me fait profondément plaisir, et je peux à la fois, tu vois, apprécier des expériences beaucoup plus ascétiques, passer des mois en ashram, et je pense que c'est encore une fois, c'est ça l'intégration, tu vois, c'est comment est-ce que je peux à la fois ressentir une profonde joie à l'idée d'ouvrir un bijou et de le voir, et à la fois, tu vois, avoir un détachement intérieur qui fait que je peux aussi tout laisser partir, tu vois. Et encore une fois, c'est cette question d'équilibre. Et pour moi, c'est ça aussi ma vie, tu vois. C'est comment est-ce que je peux à la fois cultiver des expériences de plaisir, à la fois cultiver des choses qui vont apporter quelque chose à mes sens, et à la fois aussi être détaché de ça, tu vois. Donc c'est un peu ce paradoxe constant de, tu vois, d'accueillir les expériences. Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et en même temps, tu vois, je ne suis pas attachée à ce bracelet, tu vois. Ça me fait plaisir. Et le plaisir, je pense qu'il y a aussi différents degrés, tu vois. Ça dépend de quoi on se parle. Là, c'est quelque chose qui est très matériel pour le coup. Et à mon sens, c'est aussi important de se faire plaisir dans la matière. Tu vois, si je considère tu vois, la contribution, la satisfaction de nos besoins personnels, la satisfaction de nos désirs personnels, je pense que il y a un désir en moi de contribuer, de faire des choses belles, importantes. Et à la fois, je crois profondément que c'est important de partir de la base. Et la base, c'est, satisfaction de nos besoins, tu vois. Et après, satisfaction de nos désirs. Donc, tu vois, comment est-ce que moi, je peux être pleine, remplie. Et ensuite, quand j'ai pris soin de moi, donc, et encore une fois, pas juste sous un aspect matériel, mais prendre soin de mon corps, prendre soin de mon alimentation, prendre soin de ma santé, prendre soin de créer des espaces où, tu vois, je connecte à moi-même. Donc, tout ça. Et ensuite, tu vois, comment est-ce que je peux prendre soin des autres d'un espace qui est rempli et comment est-ce que je peux penser à quelque chose qui va avoir un impact sur d'autres personnes alors que moi, tu vois, j'ai déjà pris soin de moi. Parce que si je suis vidée, complètement exsangue et que du coup, je pense à comment est-ce que je peux contribuer, il y a une partie en moi qui va être en souffrance aussi.
Donc moi, c'est ça mon approche en fait. Donc comment est-ce que je peux prendre soin de moi, de mes besoins, de mes désirs, assumer aussi des désirs. Tu vois, j'aime les bijoux, je m'achète des bijoux parce que je peux et j'ai envie. Et au-delà de ça, tu vois, comment est-ce que je crée quelque chose qui a du sens, mais pas d'un espace de sacrifice, tu vois, d'oubli de moi, mais d'un espace où je suis déjà pleine en fait. Ça me fait penser à une expérience dont je ressors, donc la retraite d'écriture avec Anne-Claire Méry. J'ai écrit une phrase sur cette retraite qui est « Être servi pour être au service ». Parce que franchement, il y avait les balinés qui étaient là, qui nous servaient tout le temps, que ce soit le massage, les plats. Ah non, je vais rester dans ma chambre ce soir, je suis en train d'écrire. Et là, on nous ramène plein de plats. Et Hello, Miss Amandine, how are you? Enjoy your class. Enfin, tout le temps à m'appeler Ils sont une équipe de 30-40 personnes et tout le temps à nous appeler par nos prénoms, à connaître nos préférences individuelles en termes de ce qu'on mange, de notre rythme, etc. Et je me suis dit, ah, mais j'ai des personnes qui m'honorent. Et moi, ça m'a permis d'agrandir mon potentiel créatif. Comment, toi, donc tu as un programme qui s'appelle Bliss, où tu expliques comment le plaisir, la créativité, ils sont ensemble et ils permettent d'augmenter sa zone de puissance. Est-ce que tu peux nous raconter le type de processus que font les personnes qui cheminent avec toi? Donc, c'est-à-dire déjà d'où elles partent et quel est le chemin que tu proposes et ce que ça leur permet de contacter? Alors, je crois vraiment, encore une fois, je pense que le mot-clé de tout, c'est intégration. Tu vois, par exemple, il y a le programme Bliss qui commence là dans 2 jours. Donc là, en l'occurrence, ce sera quand l'épisode de podcast sortira, il sera déjà en cours. Mais tu vois, ça s'inscrit dans un ensemble. Donc, le programme Bliss, par exemple, se concentre spécifiquement sur la cultivation du plaisir, de notre énergie sexuelle, dans une approche qui, en fait, vise à faire circuler cette énergie sexuelle dans notre corps, donc avec tous les bénéfices que ça a. Bénéfice, c'est pas forcément le bon mot, mais en fait, avec tous les effets que ça peut avoir sur l'activation des différents centres énergétiques. Mais tu vois, ça, c'est un morceau qui arrive après avoir construit des fondations. Donc, tu vois, par exemple, dans mon univers, dans les programmes qui s'adressent aux femmes, donc pour leur développement personnel, il y a 2 morceaux. Donc, il y en a un qui s'appelle Yoni Alchemy, et donc ce deuxième programme, Bliss. Et donc, du coup, dans Yoni Alchemy, on construit les bases. Donc, c'est quoi les bases? C'est une connexion au corps, c'est une présence dans le corps, c'est un système nerveux régulé, c'est une connexion au bassin, parce que ça, c'est vraiment le cœur de mon travail. Et donc, du coup, avant de penser à l'expansion, le plaisir qui circule, etc., c'est comment est-ce que déjà j'ai une fondation qui est solide. Donc, tu vois, c'est comme quand on construit une maison. Donc, avant de penser qu'est-ce que je vais faire en termes de décoration, en termes tu vois, de comment est-ce que je vais agencer les pièces, comment est-ce que je vais me faire plaisir dans l'espace, en fait, il faut des fondations qui tiennent la route, parce que sinon, l'espace n'existera pas, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, mon propre parcours, il a commencé dans le sens inverse. Donc moi, j'ai commencé par cette expansion du plaisir. Moi, ça a été ça le point de départ, tu vois, dans ma vie, quand ces expériences orgasmiques profondes ont commencé à faire partie de ma vie. Donc, il y a énormément de choses qui ont changé, pas seulement dans mon intimité, dans ma vie au global. Donc, il y a eu cette expansion énergétique, etc. Cet accès à d'autres états de conscience à travers l'intimité. Et en fait, c'est après que, en commençant à travailler avec les femmes sur ces thématiques, donc moi, j'étais hyper enthousiaste de transmettre ça, parce que ça avait changé ma vie. Et en fait, en travaillant avec les femmes, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes n'en étaient vraiment pas là, quoi. Beaucoup de femmes manquaient des fondations, donc beaucoup de femmes n'étaient pas connectées à leur corps, elles ressentaient rien. Donc en fait, on ne peut pas ressentir du plaisir si on n'est pas connecté au corps, si on n'est pas connecté aux sensations. Donc le plaisir, c'est une sorte de sensation. Donc si on est coupé des sensations, se focaliser sur le plaisir sans construire les bases, c'est pas le bon bout par lequel commencer en fait. Et donc pour moi, tu vois, dans mon approche, c'est ça. C'est d'abord revenir au corps, revenir aux sensations, voir aussi, tu vois, qu'est-ce qui m'empêche de ressentir de façon plus subtile. Et souvent, quand on regarde ce qui nous empêche de ressentir de façon plus subtile, souvent il y a des traumas, souvent il y a aussi juste tu vois, la société dans laquelle on vit qui ne nous invite pas en fait à cultiver tout ça. Donc dans mon approche, c'est ça, tu vois, c'est comment est-ce que d'abord je construis les fondations et ensuite sur ces fondations, au moment où je suis connectée à mes sensations, connectée à mes émotions, j'ai aussi la conscience de tout ce qui se passe en moi, j'ai conscience de tout ce qui se passe dans mon système nerveux, comment est-ce qu'ensuite, tu vois, je m'ouvre à quelque chose de plus expansif. Donc, tu vois, ça, c'est venu avec les années de travail, les années d'expérience aussi avec les femmes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, mon propre parcours m'a fait toucher du doigt, en fait, toutes ces fragilités. Donc, tu vois, j'ai eu, à un moment donné, des soucis au niveau de mon bassin. Et en fait, ça m'a ramené, en fait, à vivre cette expérience-là et à voir ensuite comment j'applique mes propres outils, en fait, pour arriver à écouter, en fait, quel était le message, en fait, de ces problématiques. Et donc, du coup, qui m'a aidé aussi à résoudre, en fait, cette situation-là. Voilà, donc à qui je m'adresse? En vrai, je m'adresse à toutes les femmes
parce que je pense que toutes les femmes ont besoin de ça, mais toutes les femmes ne sont pas prêtes à faire ce travail-là, tu vois. Il y a pas, je pense que le point de départ, c'est l'intérêt, tu vois. Est-ce que quand quelqu'un m'écoute de parler de toutes mes thématiques, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en elle? Donc il y a des femmes pour qui c'est pas le cas, et je pense que c'est bien de passer son chemin et de s'intéresser à ce qui nous appelle à une certaine étape de notre vie. Il y a des femmes qui se sentent appelées, qui se disent oui, en fait, j'ai besoin de ça, je veux cultiver ça. Et donc, du coup, elles vont venir dans mon espace. Donc, toutes les femmes qui sont intéressées par ça et qui sont prêtes à faire ce travail-là. C'est challengeant. Donc, tu vois, aller se confronter à soi, aller ressentir les inconforts, c'est challengeant. Et pour ressentir du plaisir, il faut ressentir tout court. Et quand on ressent tout court, c'est pas toujours confortable, en fait. Donc, ça demande, en fait, pour aller vers l'expansion orgasmique, d'aller toucher à des zones qui sont sensibles, à des zones qui sont fragiles, des zones qui sont vulnérables, des zones qui sont douloureuses, et qui demandent en fait de traverser tout ça, d'intégrer toutes ces parties-là pour ensuite, tu vois, aller vers cette expansion. Donc c'est pour les femmes courageuses qui sont prêtes. Les femmes courageuses qui sont prêtes, et souvent, je vais prendre un exemple concret qui n'a pas un lien de direct avec la sexualité, mais moi, une des raisons qui m'a aidée, donc j'étais toxicomane à l'héroïne avant, une des raisons qui m'a aidée, c'est l'apparition de mes rides. Donc c'est complètement fou de se dire que en fait ça a été un des points où j'ai vu mes rides et j'ai vu mon visage et je me suis dit ah oui, t'as détruit ton corps depuis des années, mais là il y a des marques qui restent, vraiment le visage abîmé, et c'est ça. Donc ça peut paraître futile en quelque sorte, mais c'est ça qui m'a aidée. Et souvent du coup quand on démarre ce chemin de reconnexion à soi, à son intimité, à sa sexualité, à ses désirs profonds, il va y avoir des raisons qui sont peut-être un peu futiles, mais qui vont être des déclencheurs. Comme par exemple, une femme qui se dit ah bah je risque de perdre mon mari, par exemple, parce que je m'offre pas assez. Donc il va avoir envie. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de points déclencheurs que tu connais et qui peuvent exister, qui sont pas forcément sur un plan, tu vois, mais le petit truc qui se fait ah non, ça vraiment ce sujet j'ai envie d'aller l'explorer. Effectivement, comme tu dis, je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'un sujet qui déclenche quelque chose. Et souvent, ça passe, pour beaucoup de personnes, ça passe par un point de douleur, tu vois. Donc, il arrive un moment où on se dit stop, quoi. Et effectivement, donc la relation fait partie de ces points déclencheurs pour beaucoup de personnes. Donc, c'est le fait de perdre le lien, de perdre. Parce que l'intimité, donc vu qu'on parle d'intimité spécifiquement dans mes accompagnements, c'est un des liants du couple. Donc pour beaucoup de femmes, effectivement, la peur de soit ne pas avoir la relation, soit tu vois, la flamme qui, au fur et à mesure des années, peut ternir. Donc le fait de perdre la relation peut être un motivateur. Alors dans mon cas, en fait, moi je suis pas rentrée dans l'intimité par une recherche, tu vois. J'étais pas en train de rechercher un truc spécifique. Donc en fait, dans mon cas, tu vois, le point déclencheur, ça a été la souffrance dans ma vie, dans le sens où je me sentais malheureuse. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais l'appartement, le travail, j'avais tout, en fait, le diplôme, le truc, le machin, et je me sentais malheureuse à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a un degré de souffrance intérieure, quel que soit en fait le déclencheur. Je pense que c'est ça qui, tu vois, quelle que soit la manifestation extérieure, il y a un degré de souffrance intérieure, on se dit stop, en fait, j'arrête. Tu vois, tu as parlé d'héroïne, donc moi j'ai beaucoup fumé dans ma vie, donc de la cigarette, et à un moment donné, en fait, mon corps a dit stop. Mais tu vois, du jour au lendemain, mon corps il m'a dit mais stop. Et il s'est rien passé de spécifique. En fait, je pense que le déclencheur, c'est un peu comme la goutte d'eau, tu vois. Genre, il y a une accumulation, une accumulation, une accumulation, une accumulation, et puis à un moment donné, on dit c'est fini, quoi. Tu vois, c'est comme ça que j'ai démissionné, c'est comme ça que j'ai arrêté la cigarette, c'est comme ça que j'ai arrêté tout un tas de trucs. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, on atteint un point maximal, et il y a une partie de notre être qui dit non, mais là, on trace une ligne, c'est fini, quoi. Ouais. Et moi, quand j'étais naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes, donc j'accompagnais beaucoup sur la couche physique. La naturopathie, c'est holistique, donc c'est pas que le corps physique, mais beaucoup sur des sujets comme les mycoses, le vaginisme aussi, beaucoup l'endométriose, moi j'ai accompagné. Et donc tout ce qui est problématique féminine au sein de la sphère gynécologique, je me suis très vite rendu compte des limites de guérison quand on est uniquement sur l'alimentation, les compléments alimentaires, même la libération émotionnelle. C'est encore très limitant et qu'il y a besoin d'aller explorer d'une manière beaucoup plus profonde
ce qui se passe. Donc moi, toutes les personnes qui écoutent, par exemple, ce podcast, je voulais juste faire le pont en fait sur pourquoi c'est nécessaire aussi d'aller explorer la zone de ses plaisirs, c'est que ça peut amener une vraie voie de guérison féminine sur des sujets qu'on traîne depuis longtemps. Et je pense notamment à des femmes à qui ont des fibromes utérins, à qui on a retiré une partie de leur utérus, ou enfin des choses qui sont lourdes comme ça. Et je pense que la voie d'exploration que tu proposes, c'est un must en fait. C'est genre un indispensable, notamment quand il se passe ça dans le corps. C'est le corps qui crie et qui dit oh, je vais être écoutée, je veux que tu explores cette voie-là, vas-y, tu vas voir, c'est comme tu l'as dit, c'est inconfortable, mais t'as un gros cadeau derrière. Donc merci pour ce que tu proposes. Tu fais partie de ces femmes dans les propositions qui viennent, le mot est peut-être fort, mais je le pense, mais qui viennent sauver des utérus. Voilà. Alors, ce que tu dis, c'est hyper important parce que, tu vois, dans la façon dont fonctionne aujourd'hui la médecine, on s'intéresse beaucoup aux symptômes et en fait, on essaie de couper le symptôme. Et dans la façon dont la médecine occidentale fonctionne, c'est que couper ça, tu vois. Et il n'y a pas de démarche d'aller essayer de comprendre quelle est la racine, quelle est l'origine. Et c'est pas le cas, tu vois, par exemple, de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Donc, il y a une vraie recherche de quelle est la cause, quelle est l'origine. Et tu vois, spécifiquement dans le travail qu'on fait, tu vois, dans mes programmes, donc même si j'évite au maximum de parler de tout ce genre de choses parce que j'ai pas envie de m'orienter sur du médical, donc à la fois pour des raisons légales, tu vois, parce que il y a vite des problématiques qui pourraient émerger, mais en réalité, beaucoup de problématiques que les femmes ressentent au niveau de leur sphère gynécologique sont en lien direct avec des traumas, des abus, une déconnexion physique, une déconnexion émotionnelle ou le simple manque de connexion avec cette zone. Donc, tu vois, si on se parle, par exemple, de trauma, en fait, ça va laisser des marques, ça va laisser des traces, ça va fermer le corps d'une certaine manière. Et donc, du coup, il y a moins de circulation. Si on est déconnecté de cette zone, en fait, c'est comme n'importe quelle zone de ton corps que tu oublies. Donc, par exemple, si ça m'est arrivé donc avec mon accident de scooter où ma jambe a été immobilisée, en fait, le corps, s'il y a une partie de ton corps que tu n'utilises pas, bah, en fait, il est très intelligent, il va réagencer les choses pour aller ailleurs, en fait. Donc, en un mois, sans utiliser de jambes, les muscles des jambes, bah, en fait, tu vois, il n'y a pas de connexion. Et en un mois, tu perds contact, en fait. Et c'est exactement la même chose avec notre bassin. Tu vois, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas d'activation, en fait, c'est une zone qui est délaissée en quelque sorte. Donc, du coup, c'est ça aussi le terreau de pas mal de problématiques. Et après, tu vois, tu as mentionné les mycoses, etc. Donc, quand le corps parle de cette façon-là, c'est souvent aussi des messages qui nous sont envoyés. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas de façon optimale dans l'intimité. Donc moi, tu vois, je sais que dans ma vingtaine, j'avais des mycoses tout le temps. Là, ça fait 10 ans que j'ai pas eu de mycose. J'ai pas eu une seule mycose. Donc la mycose, c'est un signe du corps qui te dit, là, il y a un truc qui va pas. Donc souvent en lien avec notre intimité, nos relations, etc. Et si on ne regarde pas ça, et la seule chose qu'on fait, c'est de mettre un ovule pour que ça tue ce que ça doit tuer, ben en fait, on n'a pas entendu le message, et du coup, le message, il va revenir. Et quand on n'écoute pas le corps, donc il va commencer avec un message qui est de cette amplitude-là, et puis petit à petit, il va augmenter le volume de ces messages jusqu'à aller vers des choses beaucoup plus graves, en fait. Donc, pour moi, dans ma vision des choses, même si j'en parle pas nécessairement dans mes problèmes, encore une fois, pour ces questions légales, j'ai pas envie de m'attirer des soucis sur cette thématique. Ma vision personnelle pour moi, pour mon corps, c'est ça. Quand j'ai un problème, j'essaie de l'aborder sous toutes les facettes pour comprendre le message. Quand j'ai eu un problème au niveau de mon bassin, j'ai abordé le problème sous plein de facettes différentes. Je suis allée voir une ostéopathe, je suis allée voir une naturopathe, je suis allée voir une acupunctrice. J'ai moi-même investi cette zone, j'ai mis en place des pratiques personnelles. Je pense que c'est un mélange des deux, tu vois. C'est à la fois faire appel à des personnes extérieures qui ont chacune leur spécialité, mais c'est aussi ne pas se défaire de la responsabilité sur « allez, je donne ça à quelqu'un, résous-moi mon problème ». C'est aussi moi aller voir en moi, prendre le temps des pratiques, prendre le temps de la connexion, prendre le temps de mouvement, de toucher, de massage, d'attention. Et en fait, dans mon cas, et c'est ce que je transmets aussi dans l'ensemble des programmes, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour aller voir le cœur de ce qui se passe. Donc moi, ma zone, c'est effectivement la sexualité, le bassin, mais c'est valable pour toutes les zones de notre vie, en fait. Merci pour ce que tu partages. J'ai envie de te poser une question. Sur le plaisir, la créativité, la puissance et en quoi une vie orgasmique, elle nous permet de gagner en puissance et en créativité.
Et j'ai envie de te poser la question, imaginons, donc j'ai 2 nièces, Carla et Naomi, elles s'appellent. Elles ont 18 ans, elles viennent d'avoir leur bac d'ailleurs. Quel message tu aimerais transmettre à j'allais dire des enfants, mais maintenant des jeunes femmes en fait? Des jeunes femmes, pour qu'elles puissent, se connecter, à leur plaisir. Donc surtout qu'on est chez une génération, nous aussi, hein, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais on a changé, le monde a été transformé. Donc on est sur, un plaisir qui peut être très, comment dire? Une distraction d'ailleurs. Voilà, il y a quelque chose, voilà, j'aimerais que tu puisses parler à ces jeunes-là, de c'est quoi la puissance concrètement, tu vois? C'est quoi pourquoi on a besoin de se nourrir de cette créativité? Le message que tu proposes à travers Bliss, comment tu le transmettrais à des jeunes femmes? Puissance, créativité. Alors, je pense que déjà pour comprendre le lien de quel est le lien entre l'orgasmicité et tu vois l'expansion, la créativité, la souveraineté, je pense que c'est important d'amener cette notion d'énergie sexuelle, tu vois, parce que pour moi c'est ça qui fait le lien. Donc le lien, c'est que notre énergie sexuelle, par défaut, c'est pas ça qui mène vers de l'expansion, c'est pas ça qui mène vers de l'alignement, parce que sinon toutes les personnes qui ont une vie sexuelle active, en fait, elles ressentiraient ça, et c'est pas le cas en fait. Donc toutes les personnes qui ont une vie sexuelle hyper active, elles n'ont pas forcément accès à leur créativité, leur expansion. Pour moi, ce qui fait le switch, et c'est sous toute cette notion d'alchimie de l'énergie sexuelle, donc dont on parle dans le tantra, dont on parle dans le Tao. Donc en fait, l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est brute, c'est une énergie qui est née, et ce qu'elle est, tu vois, c'est une énergie qui est très puissante, mais qui, pour beaucoup de personnes, en fait, elle est juste expulsée, tu vois. Donc à travers les expériences orgasmiques classiques, c'est juste une énergie qui est stimulée et puis expulsée. En fait, là où on commence en fait à pouvoir bénéficier en fait de la puissance de cette énergie, c'est quand cette énergie sexuelle est transmutée, alchimisée, et en fait quand elle commence à circuler dans notre corps. Donc du coup, quand elle commence à circuler dans notre corps, ce qui se passe, c'est que du coup, elle va venir activer les différents chakras en chemin. Donc il y a des chakras qui vont être plus en lien avec la matière, donc la sécurité, la créativité, l'affirmation de soi. Et il y a des chakras qui vont plus nous connecter à notre nature essentielle, tu vois. Donc c'est ça qui se passe. Et pour moi, c'est ça la clé. Donc je pense que la clé, quand on veut parler à des générations plus jeunes, c'est pas vraiment mon cœur de cible, tu vois. Je pense qu'il y a un âge où, tu vois, je pense qu'à 18 ans, quand on est trop dans l'émission d'un certain message, il peut avoir un certain braquage, tu vois. Donc je sais que tu as typiquement donc les parents qui vont être très ouverts autour de la sexualité, très émissifs, il peut avoir parfois chez les enfants un peu un effet de laisse-moi tranquille en fait. Et je pense que dans ces âges-là, donc l'adolescence, 18-20 ans, donc il doit y avoir un truc assez subtil. Donc aussi, donc quand les parents sont dans cette démarche-là, donc je sais que j'ai aussi beaucoup de femmes, tous les âges, mais globalement, je pense que ça commence plutôt autour de la vingtaine, tu vois. Il y a quand même les femmes qui ont des enfants et qui ont vécu des choses importantes et qui ont envie de transmettre ça à leurs enfants. Je pense que c'est important de le faire plus par l'incarnation. Donc ça, c'est une chose, tu vois, plutôt que de dire les choses, de l'incarner. Et après, je pense que c'est important d'amener cette notion d'éducation sur qu'est-ce que l'énergie sexuelle, parce que c'est pas encore des choses qui sont communes en fait. Donc qu'est-ce que l'énergie sexuelle, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut l'utiliser autrement. Donc ça, je pense que ça pourrait se répandre plus, et ça fait partie aussi des choses que moi j'ai envie de porter, tu vois, cette notion de comment est-ce que l'énergie sexuelle, elle peut être au service d'eux. Et du coup, moi, la chose qui a changé dans ma vie, c'est quand c'est venu dans mon champ, tu vois. Donc j'avais une vie sexuelle active qui me semblait satisfaisante, etc. Et ça a shifté quand j'ai pris conscience que, en fait, c'était pas que ça. Et je pense qu'il y a encore une grande partie de l'humanité qui n'a pas conscience de ça parce qu'elle n'a pas connaissance de ça. Donc il y a à la fois le fait de répandre ce message, donc qui est plus du domaine de l'éducation presque, tu vois, comment est-ce qu'on peut considérer l'énergie sexuelle autrement, comment est-ce qu'on peut utiliser notre énergie sexuelle autrement, et après évidemment il y a la mise en pratique, et pour la mise en pratique, en fait, chaque personne va aller à son rythme. Et donc du coup, cette énergie sexuelle qui est une énergie qui va se diffuser à l'intérieur du corps et notamment à travers les centres de force énergétique, ça va permettre la création de ces projets. Mais comment concrètement tu expliques toi, même de manière imagée, que une énergie sexuelle, au lieu qu'elle soit extériorisée, si elle est canalisée dans le corps et qu'elle circule dans tout le corps, comment elle nous met en mouvement concrètement pour déployer des projets? Alors, c'est
donc chaque chakra va avoir une certaine qualité. Donc tu vois, le chakra racine, ça va être la stabilité, la sécurité. Donc, et en fait, quand l'énergie sexuelle commence à circuler, c'est pas nécessairement que ça va activer les qualités. Donc, il faut avoir aussi conscience de ça. Donc, quand l'énergie sexuelle va s'activer, ça va au début aussi faire une sorte de nettoyage. Donc, tu vois, si par exemple on se part du premier chakra qui est vraiment la sécurité, la stabilité, quand l'énergie sexuelle va circuler, c'est pas nécessairement que ça va activer la sécurité et la stabilité. Ce que ça peut faire en premier, c'est que ça va éveiller les peurs autour de ça. Donc, les femmes qui commencent à faire ces pratiques, le début souvent est très inconfortable en fait. Donc le deuxième chakra, c'est la créativité, l'imagination. Le troisième chakra, c'est le pouvoir, l'affirmation de soi, le courage, le fait de se mettre en action. Et là aussi, il y a beaucoup de peur qu'on peut avoir autour de ça. Donc il peut y avoir la peur de s'affirmer. Il y a aussi toutes les distorsions qu'il peut y avoir autour du pouvoir. Donc en fait, la première chose que va faire l'énergie sexuelle quand elle va passer par ces chakras-là, c'est qu'elle va faire un nettoyage. Et donc du coup, ce nettoyage, il va dépendre de ce qui se passe pour chaque personne, tu vois. Donc, si une personne a beaucoup de peur, beaucoup de peur d'instabilité, ben en fait, elle va traverser une phase qui va être très inconfortable, une phase d'angoisse. Et quand cette énergie sexuelle va faire son travail de nettoyage, qu'on peut aussi accompagner, donc c'est aussi toute ma démarche d'intégration. Donc, il y a le travail de l'énergie, mais on peut aussi compléter avec d'autres outils. Et tu vois, dans ma formation professionnelle et dans mes formations en général, c'est pas par ce biais-là que je rentre, tu vois. C'est-à-dire qu'on commence par préparer le terrain, on commence par donner des outils aux personnes de qu'est-ce que je fais avec mes sensations, qu'est-ce que je fais avec mes émotions quand elles remontent. Et donc, du coup, quand l'énergie sexuelle rentre dans le cadre, les personnes ont déjà des outils pour savoir qu'est-ce que je fais de tout ça. Parce que la première période peut être inconfortable. Et ensuite, en fait, donc du coup, quand l'énergie va circuler, quand tout ce travail de nettoyage aura lieu, après, c'est pas forcément linéaire. C'est pas un nettoyage, deux expansions, tu vois. C'est toujours une spirale, tu vois. C'est toujours. Et dans mon parcours, ça a été que ça, tu vois. Donc, il y a eu des phases d'énorme ouverture et puis des phases de nettoyage, ouverture, nettoyage. Et c'est beaucoup en spirale, en fait. Donc, c'est pas comme si on tournait en cercle. En réalité, on va dans des endroits de plus en plus profonds dans notre être. Et c'est ça qui est beau. Donc, pour moi, c'est ça mon expérience. C'est ça que j'observe aussi chez les femmes que je guide. Et dans cette expansion, à mon sens, c'est aussi essentiel d'accueillir nos phases de contraction. Donc, accueillir que, tu vois, si je veux m'ouvrir à l'orgasmicité, c'est aussi m'ouvrir dans la proportion parallèle à la contraction. Donc, tu vois, je m'ouvre et je me ferme, je m'ouvre et je me ferme. J'ai écouté là un petit extrait de ton podcast avec Beata qui disait que elle passait la moitié de sa vie en jouissance et puis la moitié de sa vie en dépression. Et je raisonne avec ça. Donc moi aussi, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis très bien, je suis portée, etc. Et il y a des moments où je suis au fond du trou, tu vois. Et c'est pas que je suis pas en cohérence avec mon message. À mon sens, ça fait partie intrinsèquement de ces processus-là. Quand on est engagé dans un processus d'évolution, dans le fait de, tu vois, de toujours aller plus en profondeur en nous, c'est naturel, en fait, tu vois, qu'il y ait des phases d'expansion, de contraction, d'expansion, de contraction. Et je pense que c'est important de l'accepter pour soi. Et quand on accompagne aussi d'autres personnes, tu vois, le business, c'est pareil, hein, tu vois, il y a des moments où tu es on top of the world, et il y a des moments où tu es au fond du trou, tu te dis, mais est-ce que mon activité va fonctionner, tu vois. Et enfin, tu vois, c'est que ça. Tout le monde, quel que soit le niveau d'activité, il y a toujours ça. Et du coup, c'est comment est-ce que j'accepte cette cyclicité naturelle et comment est-ce que je n'en fais pas un problème, mais partie intrinsèque de mon processus. Et ça renvoie, je trouve, ce que tu dis au sujet qu'on évoquait au tout début du podcast avec conscience spatialisée méta, de pouvoir observer ce flux et ces extrêmes en sachant que, bon, en fait, ça fait partie du processus et à pas tomber et sombrer dedans. Ouais. Et donc, du coup, ce que tu viens de partager, ça rejoint une question que je t'avais dit que je voulais te poser, le plaisir d'expansion vs le plaisir de contraction. C'est de ça, en fait, dont tu parlais. Mmh. Ouais, ok. Mmh. Ok. Attends, parce que j'étais plongée à l'intérieur de toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Peut-être sur par ce rapport à plaisir ça? d'expansion versus contraction. En fait, c'est quoi un plaisir de contraction? Donc, c'est l'orgasme classique, tu vois, où genre tu vises le top de la montagne, tu vois, où tu vas vers ce truc-là, il y a tout ton corps qui se crispe, tu vises ce truc-là, ça arrive, ça dure 3 secondes, et puis pouf, tu vois, ça redescend net. Le plaisir de contraction, c'est ça. Le plaisir d'expansion, en fait, c'est comment est-ce que je peux accueillir de plus en plus de plaisir dans mon corps, comment est-ce que je peux le faire circuler dans tout mon corps, et comment plutôt que tu vois d'atteindre un top de la montagne et de redescendre net, comment est-ce qu'en fait je peux rester au top de la montagne pendant des périodes de temps de plus en plus prolongées, tu vois. Et du coup, ça demande une capacité à être avec de plus en plus de plaisir, à être avec de plus en plus de sensations
et à, du coup, faire circuler cette énergie dans notre corps. Parce que si l'énergie sexuelle reste cantonnée au niveau du bassin, ce processus n'a pas lieu, en fait. Donc, ce processus, c'est comme si on imaginait, tu vois, si le bassin, c'est un espace qui est fermé, donc imaginons un ballon, donc tu vois, tu le remplis d'eau, donc si on imagine que l'eau, c'est l'énergie sexuelle, à un moment donné, s'il n'y a pas de sortie quelque part, le ballon, il pète, en fait. Et donc, cette explosion du ballon, c'est le fameux orgasme classique, où on perd cette énergie sexuelle, et puis, plouf, tu vois, ça fait plouf, plouf. Alors que quand, tu vois, il y a plus d'espace dans le corps, on agrandit de plus en plus cette capacité à être avec de plus en plus d'énergie dans le corps, d'orgasmicité dans le corps, du coup, tu vois, on est dans cette expansion et on surfe sur des vagues de plaisir, tu vois. Ça veut pas dire que la vague est continue au top, tu vois, il y a toutes sortes de vagues, on peut être la vague du bas, on peut monter, on peut descendre, et pour moi, c'est ça le plaisir d'expansion. Mmh. Du coup, j'ai envie de te poser une question sur est-ce que tu as déjà fait la différence entre orgasmique et orgastique? Non, je rentre pas dans ces, dans ces mots de, je sais pas, non, je rentre pas dans ces OK. différences, comment on dit, Sémantique? sémantiques, Ouais. voilà. Non. Après, si tu me parles de OK. sens de ce que tu mets derrière ces mots, je peux t'en parler, mais non, je n'insiste Alors, pas sur les moi, mots. je connais pas trop. Moi non plus. C'est de la curiosité. Non, C'est qu'on voilà, on m'a interpellée là-dessus et c'est pour ça que je sais pas. j'en Franchement, je profitais sais pour pas. te poser la question. Et j'ai envie de conclure un peu là-dessus sur, le pouvoir sexuel. Donc Mmh. aujourd'hui dans notre société, on a peur, je caricature mais c'est un peu le cas, on a peur du pouvoir sexuel, notamment avec l'affaire MeToo. Il y a des personnes de pouvoir qui vont utiliser leur énergie sexuelle, que ce soit dans des sphères d'influence plutôt courtes ou dans des grandes sphères d'influence avec des impacts sur des femmes, avec des réseaux de prostitution, mais il y a aussi des réseaux de pédophilie. Donc le but, c'est pas d'en parler trop largement dans le podcast, mais j'ai quand même envie de le souligner parce que ces peurs-là, notamment la pédophilie, viennent faire peur à beaucoup de personnes de se reconnecter au pouvoir sexuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire du mal à l'autre. Et donc voilà, on a peur du pouvoir sexuel. Et moi, je lisais dans le livre, je le cite beaucoup dernièrement, mais parce que ça m'a parlé, je lisais dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, qui est un best-seller, où il explique que le pouvoir sexuel qui est maîtrisé est le pouvoir le plus puissant qui soit. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu as envie de partager par rapport à ça? Comment on maîtrise son pouvoir sexuel? Et notamment, là, j'ai envie de te poser la question sur quelle est la connexion au divin entre sexualité, tu vois, et divin? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Mmh. Alors je pense que les 2 questions vont ensemble. Donc dans la façon dont certaines personnes vont vivre leur sexualité, beaucoup en réalité, c'est vraiment comme suivre des pulsions, tu vois? Genre il y a une pulsion qui vient en moi et donc du coup je suis cette pulsion. C'est la même pulsion que, tu vois, si j'ai envie d'un gâteau, je peux pas me retenir de manger le gâteau, tu vois? Il y a un truc qui monte en moi et je ne peux pas m'empêcher de. Ce qui est radicalement différent de observer la même pulsion sans la restreindre, sans la, tu vois, sans rien faire. Donc avoir la capacité en fait à voir la pulsion monter, à regarder le gâteau ou à regarder son énergie sexuelle et se dire bah en fait je la sens, je l'accueille, mais il y a une partie en moi qui est consciente, qui est présente et qui en fait qui a une capacité de choix. Je peux choisir de manger le gâteau ou je peux choisir de ne pas manger le gâteau. Je peux choisir d'aller dans l'expérience sexuelle, je peux choisir de ne pas aller dans l'expérience sexuelle. Et en fait, c'est là que se situe le choix. Ça veut dire que je peux ressentir tout un tas de trucs, je peux ressentir du désir, je peux ressentir ma pulsion sexuelle, je peux ressentir un truc, mais il y a une capacité en moi qui est consciente, qui fait des choix. Tu vois, je suis pas portée par un truc où je peux pas. Donc c'est ça la maîtrise de notre énergie sexuelle. Et tu vois, pour en revenir tout à l'heure au sujet de cette circulation d'énergie sexuelle, là, on s'ouvre à l'aspect divin de cette énergie à partir du moment, encore une fois, elle commence à circuler dans le corps. Et pour que le processus se passe, ça nécessite de sortir de cette pulsion, tu vois, cet orgasme de contraction qu'on pourchasse, tu vois, il faut juste que j'ai ce truc-là, et cette énergie-là, tu vois, il faut que j'atteigne, il faut que je prenne un truc là. Et du coup, quand on change d'approche, tu vois, quand on s'ouvre et que du coup on peut laisser le truc circuler, en fait, c'est là que la transformation se passe. D'un truc de pulsion, de besoin, il faut que je sais ce truc-là, vers un truc de j'accueille, je m'ouvre à cette puissance, et en fait, du coup, l'énergie monte. Et en fait, quand elle monte dans les chakras du haut, c'est là que ça nous ouvre dans d'autres états de conscience. Mais ce travail ce processus, il peut pas avoir lieu si l'énergie, elle est cantonnée, si je suis poussée par un instinct, par une pulsion sur laquelle je n'ai pas le choix. Et pour en revenir à ce dont on discutait en début de ce podcast sur cette notion d'énergie et de conscience, c'est là que ça entre en jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'avec toutes les pratiques que je transmets aux femmes,
au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de reconnexion avec cette puissance sexuelle, ce désir sexuel, cette énergie sexuelle. Donc, il y a quelque chose de très fort qui commence à circuler. Et s'il n'y a pas aussi en même temps une conscience de tout ça, une capacité à être avec sans se laisser porter par un truc qui nous dépasse, tu vois, genre je peux pas m'empêcher d'eux, bah, c'est là que ça peut mener au problème. Donc, d'où l'importance, en fait, quand on expanse cette énergie sexuelle, quand on la laisse circuler plus dans notre corps, de développer en même temps, tu vois, cette conscience de, en fait, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'énergie sexuelle qu'il faut que j'aille la déverser sur le premier venu, sauf si je le désire d'eux. Et si je le fais en conscience, moi, j'ai pas de problème là-dessus. En revanche, s'il y a une pulsion et que je ne suis pas capable de me contrôler moi, c'est là qu'il y a un problème, parce que du coup, je suis en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, et je sais qu'elles sont pas bonnes pour moi parce que je suis pas capable de m'empêcher. Donc, puis, avant d'ouvrir le robinet, tu vois, avant de connecter avec une puissance qui potentiellement peut nous dépasser, c'est comment est-ce que je peux en parallèle développer cette capacité de conscience, en fait. Moi, j'ai passé des années à avoir des problèmes des troubles alimentaires, donc de boulimie. Et en fait, ce qui se passe dans la boulimie, c'est exactement le même mécanisme dont je viens de parler, tu vois. Il y a une impulsion en moi, je débranche la partie conscience de mon cerveau parce que je ne peux pas être consciente et me faire autant de mal. Et du coup, c'est pareil avec les drogues, c'est pareil avec l'alimentation. Je débranche la conscience et c'est le fait de débrancher la conscience qui me permet de me faire autant de mal. En revanche, tu vois, ce qui m'a permis de sortir de ma boulimie, c'est le fait de réintroduire la conscience. C'est-à-dire que je regarde le truc à manger, je réintroduis de la conscience et même si je le mange avec conscience. Et en fait, quand j'apporte de la conscience, je ne peux pas faire les mêmes actions. Et pour moi, c'est ça la transformation, tu vois, que ce soit dans les pulsions sexuelles, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit avec de la drogue, c'est réintroduire de la conscience. Et en fait, automatiquement, la présence de la conscience fait que je ne peux pas faire les mêmes choses, en fait. Merci pour ce que tu amènes, notamment par rapport aux addictions. Donc là, tu parlais d'héroïne, parce que j'en parlais au tout début, de la boulimie, etc. Mais il y a tout type d'addiction. Il y a l'addiction à la sexualité, l'addiction au jeu, etc. Et moi, je m'étais dit, mais c'est dingue qu'il y ait autant d'anciens toxicomanes qui soient en Inde, et notamment au Pérou avec les plantes chamaniques, etc. Et en fait, c'est ça. J'en parlais justement avec Beata, on en parlait ensemble parce qu'on parlait du podcast de Rose sur les addictions. Et qu'en fait, il y a un moment, Rose, elle disait, mais il y a un moment pour quitter les addictions, c'est le chemin spirituel qui va aider. Et ce que tu viens de déposer, c'est ça, en fait. C'est que on n'a pas d'autre choix quand on est en prise avec des addictions que de remettre de la conscience pour réhabiter nos corps et refaire des choix. Merci de le déposer. Merci beaucoup. Merci Rubina pour tous nos échanges. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour la fin et surtout, si tu as envie de rajouter quelques mots et surtout nous partager quelles sont les expériences que tu vas proposer prochainement pour rejoindre tes espaces? Alors, du coup, les prochains programmes, donc là, le podcast sera publié mi-août, c'est ça? Ouais. Donc, il y aura le programme Yoni Alchemy qui sera lancé au mois de septembre. Donc, c'est vraiment le programme des fondations. Qui est vraiment le point de départ. Donc ça, c'est par là que j'invite les femmes à entrer dans ces explorations-là. Et donc, il y a la formation professionnelle qui démarre au mois d'octobre. Donc, tout le mois de septembre sera aussi ouvert pour les inscriptions. Donc, la formation professionnelle s'adresse soit à des personnes qui accompagnent déjà et donc du coup qui ont envie d'apporter en fait cet axe d'intimité dans leurs accompagnements, soit aux femmes qui ont déjà fait un certain chemin sur ces thématiques et donc du coup qui ont envie, qui se sentent prêtes à accompagner. Donc voilà pour les accompagnements. Et pour le message, donc l'axe qui me guide, c'est vraiment la souveraineté, la connexion à notre puissance créatrice. Et donc mon invitation, c'est vraiment de voir quel est le chemin pour chacune, en fait, de connecter avec cette puissance en nous. Et il y a plein de chemins. Donc, le chemin de l'intimité en est un. Ce que tu proposes, c'est aussi un chemin. Donc, ta retraite au mois de... C'est quoi? C'est septembre, hein, sur Kopangan? Ouais, Voilà. du 20 au 28 septembre. Ça aussi, c'est un magnifique chemin. Et donc, moi, j'ai vécu 6 ans à Kopangan. Donc, celles qui écoutent, je ne peux que vous recommander de passer cette retraite dans cet espace magique, parce que l'île même, en fait, elle porte énormément les transformations. Donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est celle d'entre vous qui écoutez, c'est quand vous sentez un élan, une intuition, donc écoutez cette intuition. Donc, il y a quelque chose de très juste et très beau. Et souvent, quand on a un élan, il y a aussi tout un tas de voix qui viennent nous dire « Ah non, 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 faut pas, oh mon Dieu, les finances, le truc, le machin, les obligations. » Et en fait, quand votre intention est suffisamment forte, quand votre intention est suffisamment présente, l'univers s'aligne en fait pour vous apporter ce dont vous avez besoin, les finances dont vous avez besoin, l'espace dont vous avez besoin, le temps dont vous avez besoin. Donc l'invitation que j'ai pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, c'est vraiment de vous relier à
à cette intention en vous, c'est la voix qui vous guide et à la suivre. Moi, c'est exactement ça qui m'a amené aujourd'hui dans ma vie. J'ai entendu des invitations et j'y ai répondu. J'avais peur, ça n'a pas toujours été facile, mais merci à moi de cette version-là, d'il y a 10 ans, qui a osé, qui a sauté le pas. Et celles d'entre vous qui en êtes à cette étape-là, je ne pourrais que vous remercier. Donc, sautez le pas, que ce soit avec Amandine, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres personnes. Si vous sentez qu'il y a des espaces de transformation qui vont vous guider à ça, je vous invite vraiment à écouter cette voix. Voilà, mon message du jour. Merci Rubina, merci pour ton message et merci pour ce petit clin d'œil à la retraite. Et je tiens à préciser qu'on a parlé du programme Bliss, que les podcasts, en fait, ils ont une durée de longévité, on dit ça, oui, qui est assez longue. Moi, je me rends compte que c'est vraiment différent de YouTube. Ouais. Et donc, sachez que, en fait, Rubina a des marques par rapport à ses programmes. Et que Bliss, par exemple, je pense que tu vas le refaire à un autre moment. Tout à fait. Il y a vraiment une cyclicité Oui. dans tes programmes. Donc, allez explorer. Et un grand merci à toi, Rubina. Merci à tout le monde d'écouter les podcasts, tous les retours que vous faites là depuis qu'on a lancé le hors-série du leadership cosmique et orgasmique, qui sont merveilleux. Vous remerciez les personnes qui partagent à la fois leur expertise, mais aussi leur être et dans leur intimité. Donc, merci pour vos retours et merci, Rubina. Merci Amandine. C'est un plaisir de partager avec toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques. Comme ça, on pourra échanger ensemble. Il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis, comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes, toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.